Radio Rivage présente Les politiques face à la question sociale, une émission présentée par Daniel Delamotte. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Les politiques face à la question sociale. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Malika Comon, première adjointe au maire de Gonesse, déléguée à l'éducation et à la réussite scolaire. Bonjour Malika Comon. Bonjour Madame Delamotte. Merci d'avoir accepté de vous exprimer à mon micro de Radio Rivage. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Nous sommes ravis également, plaisir partagé pour nos auditeurs. Alors, Malika Comon, la rentrée s'annonce, comme toutes les rentrées, très chargée en thématiques, en sujets, et des sujets qui nous concernent tous. Je voudrais vous interroger sur, disons, 4 thèmes. Éducation, inflation, violence, santé. 4 sujets qui sont des sujets qui finalement nous parlent du lien aux autres, du lien avec les habitants. Et je voudrais savoir pour vous, Malika Comon, dans votre travail, quels sont selon vous les enjeux de cette rentrée scolaire entre le débat sur les abayas et les objectifs de l'éducation nationale ? Alors moi je pense que cette rentrée elle n'est pas du tout sereine vu les circonstances sociales et vu déjà les polémiques sur la rentrée scolaire. Bien sûr il y a la question de l'inflation, la question des professeurs, hein. Donc on a quand même un sujet très important par rapport à ça. Le manque d'enseignants, le manque de la vocation, la fuite des enseignants vers des postes autres. Il y a quand même Monsieur Attal, notre ministre de l'Éducation, qui a eu le courage de faire un état des lieux sur les 15 000 heures non effectuées, sur les 3 000 postes qui restent vacants. Moi, je me demande comment on va commencer cette rentrée. L'année dernière, ça a été déjà très mal. Cette année, c'est encore pire que l'année dernière. L'année dernière, si je parle uniquement de ce qu'on vit dans nos quartiers, on a eu, par exemple, une classe de CE2 où il y a eu 15 remplaçants. Donc, je suis très inquiète pour cette rentrée scolaire et cette rentrée sociale. Alors, si je vous entends bien, Malika Comon, pour vous, la priorité, c'est les effectifs. Déjà, des professeurs. Des professeurs et pas que, parce que l'éducation nationale souffre de pas mal de choses. Hein. On a bien mis, et je suis bien contente que les enfants, leur place c'est dans les écoles, sur l'école inclusive, mais on n'a pas du tout d'AVS. On bricole, c'est du bricolage, c'est de la souffrance pour tous les gens qui gravitent autour de l'éducation, c'est-à-dire les professeurs qui ne sont pas formés pour le handicap. C'est aussi les familles qui sont dans une détresse. Je vous dis pas, moi je rencontre des familles qui me disent Madame Comment, j'ai qu'une chose à faire, c'est de me suicider parce qu'ils n'arrivent plus. Et donc il y a ça, on n'a pas de psychologue, on n'a pas de médecin scolaire, on n'a pas d'infirmière scolaire, on n'a pas d'orthophoniste, on n'a pas, enfin c'est plein de choses. Hein. Dommage que notre ministre n'a pas parlé de tout ce qui manque pour accompagner les citoyennes de demain, j'ai envie de dire, et puis les familles. Hein, comment vous voulez que les familles soient sereines quand elles-mêmes vivent une violence sociale, on n'avance pas avec tout ça. Alors, ces difficultés liées au manque d'effectifs, que ce soit les profs, mais aussi tout le personnel, on peut dire, d'insertion, qui permet aussi d'accueillir les enfants handicapés, durent depuis des années. Comment vous expliquez, vous, Malika Comon, qu'on en soit encore toujours là ? On en est toujours là parce qu'on entend bien les effets d'annonce depuis, j'ai envie de dire, quelques années, surtout depuis, je pense, la présidence de Monsieur Sarkozy, hein, qui disait qu'aucun enfant ne soit mis de côté, alors que de plus en plus les enfants sont mis de côté. Certains enfants sont mis de côté. Ceux qui se raccrochent à l'éducation, ce sont ceux qui n'ont aucun problème finalement. C'est ceux dont les parents sont là pour encadrer les enfants, pour les suivre, pour leur donner des cours en plus, parce que ça aussi vous en avez beaucoup.
Et donc le manque de considération à ce personnel qui gravite autour de l'enfance et des élèves, eh ben il est de plus en plus absent. On n'a pas de, vous voyez bien la question salariale, les AESH qui sont payés vraiment moins que le SMIC. Oui. Et puis en plus de ça, une organisation du PIAL, en fait, de l'organisme qui s'occupe d'eux, qui sont partagés entre soit les enfants, soit les villes, hein, parce que les PIAL ils sont autour d'un bassin. Et donc on n'avance pas. Les enseignants, la question salariale c'est la même chose. C'est la même chose de question sanitaire d'ailleurs, hein, parce qu'on a une fuite aussi du personnel de santé. Oui. Et donc c'est ça, c'est cette considération-là, c'est cette mauvaise considération ou le manque de considération, je sais pas comment on pourrait effectivement mettre ça dans quel cadre, dans quelle case, qui fait que les gens ils en ont ras-le-bol, ils ont tenu, il y a un manque de vocation et puis à un moment donné, ben c'est la fuite vers d'autres métiers. Du bien-être, voilà, les questions sanitaires c'est plutôt le bien-être, hein, vous voyez beaucoup de coachs, les enseignants aussi, donc on s'en sort pas. Alors, concernant la scolarisation des enfants handicapés, comment vous expliquez que malgré un consensus sur la nécessité, bien sûr, d'accueillir ces enfants et d'accompagner les parents, il n'y ait pas de moyens mis en place, alors qu'il y a une volonté exprimée chez les politiques de répondre à ces enjeux. Comment vous l'expliquez ? Alors moi, je l'explique uniquement par le fait que c'est pas un métier considéré. Parce que les gens nous le disent, hein. Personnellement, on reçoit beaucoup de demandes de comment on appelle ça, des ASEM, qui étaient des AESH qui nous le disent. Ils ont peur, ils en ont marre de courir d'un établissement à un autre. La paye c'est pas ça. Et en plus, quand ils sont avec un enfant, ils sont jamais finalement définitivement avec cet enfant, ils sont partagés entre deux. Et en plus de ça, ce qui vient aussi rajouter à la difficulté, c'est que maintenant on a des enfants qui dépendent de l'IME, et comme il n'y a pas de place dans les IME, eh ben on les met dans les écoles, ils sont dans les écoles élémentaires publiques. Et donc moi je suis très contente que finalement ces enfants sortent avec les autres enfants, mais pas comme ça. Pas comme avec ça. Les moyens. Il faut qu'il y ait une volonté politique pour mettre vraiment les moyens pour accompagner ces enfants, ces familles, les enseignants et aussi les AESH. Alors, comment faites-vous pour accueillir ces enfants malgré le manque de moyens, à la fois personnels et financiers? Comment la commune de Gonesse s'organise-t-elle dans le cas d'enfants qu'il faut absolument accueillir? Alors nous, on a un PRE, on a un plan de réussite éducative. On a aussi une convention avec l'Éducation nationale. Et donc tous ces sujets sont discutés avec l'Éducation nationale, et on essaye de trouver les moyens. Par comment? Comme je vous ai dit sur les ASEM, on a beaucoup préféré, par exemple, l'embauche des personnes qui ont cette compétence. On a embauché aussi des AESH pour la question du périscolaire. Au niveau dans le temps scolaire, c'est pas à nous de le faire, c'est à l'Éducation nationale. Donc on travaille main dans la main avec l'Éducation nationale sur l'accompagnement de ces enfants, c'est-à-dire dès qu'on a une requête de famille, donc on se met en contact avec l'Éducation nationale et on met une réunion avec le PRE, la municipalité et l'Éducation nationale pour trouver une solution pour ces enfants-là. Mais ça reste quand même les moyens ne sont pas toujours à la hauteur. Alors, à vous entendre, effectivement, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité pour trouver des solutions. Et comment réagissent les parents des enfants handicapés quand ils voient le travail que vous fournissez pour trouver des solutions? Alors nous, bien sûr, dès qu'il y a un problème, quel que soit le problème au niveau que rencontrent les parents, forcément,
la première chose, c'est de venir nous alerter. On travaille dans la proximité avec les parents d'élèves, donc on est les premiers liens, j'ai envie de dire, avec ces parents-là. Et donc on remonte l'information. Ils voient bien que la municipalité fait des efforts, quel que soit le sujet, mais ça reste quand même insuffisant. Parfois, j'ai pas de réponse. En fait, c'est l'éducation nationale qui doit donner la réponse. Et heureusement, pour certains, on arrive à trouver des solutions ensemble. Alors, ces solutions que vous trouvez ensemble, des solutions de proximité sur le terrain, est-ce que vous avez l'occasion de communiquer sur les actions mises en place sur le plan national ? Alors nous, on communique à travers, bien sûr, le PEDT. C'est au niveau national avec nos partenaires financiers, tels que le CUPS, la politique de la ville. Et puis, donc on communique. Mais sinon, bien sûr, on communique parfois sur le plan local sur les actions mises en place. Il y a beaucoup de dispositifs envers la réussite scolaire. Donc voilà, mais on ne fait pas des communications sur le Parisien automatiquement. D'accord. L'essentiel, c'est d'apporter pour moi, l'essentiel, c'est d'apporter une solution, une réponse, une solution à nos locaux. C'est ça le plus important. Oui, sans compter que, évidemment, vous êtes en contact avec eux tous les jours et que donc ça vous affecte et ça vous touche, vous et votre équipe. Alors, vous nous parliez, Malika Caumont, des difficultés de recruter à la fois des enseignants et du personnel pour assister les enfants handicapés. Et donc, le manque de considération, mais aussi le salaire qui n'est pas assez important. Cette année, c'est d'autant plus difficile avec l'inflation. Comment vous vivez ça sur le plan de votre territoire ? Alors sur le plan inflation, effectivement, on a beaucoup d'actions qui visent la parentalité, donc avec le PRE et le réseau municipal de la parentalité. Donc depuis pas mal d'années déjà. Donc on a aussi la chance d'avoir dans notre ville des structures qui accueillent les familles en difficulté et d'autres d'ailleurs. Pardon. On a aussi tous les services qui travaillent aussi sur cette question de l'aide à la parentalité. On a un CCAS qui s'occupe de ça. Donc au niveau, si je reste sur ma délégation, au niveau du scolaire. Donc on a par exemple depuis ma nomination à cette délégation, j'ai créé par exemple la cérémonie de fin de cycle pour les CM2 et qui marque le passage en 6e. Et pour aider les parents dans déjà c'est une valorisation des enfants et en même temps ils ont un cadeau qui est un dictionnaire qui est adapté au niveau. Et on offre aussi une calculatrice qui peut durer jusqu'en terminale. La calculatrice, c'est quand même le coût le plus élevé pour les familles. Plus 2 livres sur mon entrée en 6e et un livre sur la citoyenneté. On offre aussi pour les grandes sections maternelles une trousse garnie avec 2 livres mon entrée au CP dans la lecture elle est normalement souhaité par les parents. On souhaite que les parents, pendant les vacances, lisent ces bouquins avec leurs enfants, puisque ça parle de mon entrée au CP. On aide beaucoup sur le coût des voyages pour que les familles puissent laisser partir les enfants à un coût raisonnable. On prend aussi la question de la précarité financière des parents quand ils n'arrivent pas à payer la cantine, quand ils n'arrivent pas à payer une prestation qu'elle soit chez le médecin ou ou pour une association culturelle ou sportive. Donc on aide beaucoup. Le mot que j'ai donné depuis le début, c'est que je ne veux pas qu'un enfant ne puisse pas faire comme les autres de la classe parce que les parents ne peuvent pas payer. Donc ça, c'est bien intégré avec nos directeurs et nos directrices. Et donc on a forcément et automatiquement l'information sur le fait que les parents ne puissent pas. Et donc c'est la caisse des écoles qui prend en charge ces enfants.
Alors un accompagnement pour la rentrée avec des outils précis, mais aussi, on le comprend, un accompagnement toute l'année des familles en difficulté. Ah ben c'est toute l'année, c'est absolument, c'est toute l'année et c'est toutes nos structures et nos services qui travaillent dans le même sens. On travaille sur, et puis justement, c'est comme on a mis cette convention avec l'éducation nationale, il y a un comité de pilotage et tout se fait sous forme de fiches d'action sur ces ça peut être des dispositifs comme ça peut être des actions temporaires. D'accord, des actions de proximité. Alors, l'éducation essentielle, bien sûr, dans notre pays. Vous nous avez bien expliqué combien c'est important que chaque enfant se sente intégré et avoir les outils pour travailler. Et avec les événements il y a quelques semaines, Malika Comon, concernant les émeutes, la violence, notamment des jeunes et de plus en plus jeunes, quel est le regard que vous portez sur la violence des jeunes gens en France ? Alors sur des jeunes gens en France, la violence, c'est vrai que elle est de plus en plus très jeune et très violente. Sur la ville de Gonesse, j'estime que depuis quelques années, on travaille quand même sur le vivre ensemble et sur des dispositifs envers ces jeunesses-là, comme par exemple le parcours citoyen, comme le service civique jeune municipal, qui est là depuis 2008, qui concerne les jeunes de 16-25 ans. On a aussi créé par la suite des espaces citoyens, des espaces où le jeune se retrouve et on peut travailler des questions de société ou de mal-être des jeunes. On a aussi des rencontres dans ce cadre-là avec les familles et toujours dans le cadre du PRE, on a créé le CDDF depuis quelques années et on travaille beaucoup avec les familles sur les enfants décrocheurs et les enfants qui risquent de passer de l'autre côté et comment on fait et on travaille sur le fait de comment on fait pour les ramener justement sur peut-être le mot n'est pas exact, mais sur le droit chemin. Oui. On accompagne aussi les parents par rapport à ça. Oui. On fait de la médiation dans les écoles, la médiation dans le cinéma, par exemple, travaille beaucoup avec les familles sur des sujets de société ou des sujets qui les concernent, puisqu'il y a des commissions où ils choisissent le sujet. Et il y a beaucoup de scénarios qui se passent dans les centres, pas les centres, maintenant on les appelle les maisons des habitants. C'est la première porte qu'on pousse quand ça ne va pas. Voilà, tous nos services, sincèrement, sont j'ai envie de dire, au garde à vous par rapport à ça. Mobilisés. Alors, on comprend une approche systémique avec différents partenaires autour également des valeurs de la République. Absolument. Alors ça, c'est quelque chose dont nous sommes très fiers, puisque depuis 2008, avec le service civique, c'est les valeurs de la République. C'est comment réconcilier les jeunes avec la République, comment expliquer justement tous les mots qui ont fait notre histoire, la solidarité, la fraternité, la liberté, tout ça. On est très attaché à la laïcité. On fait avec le parcours citoyen, tous les élèves de 6e jusqu'en 3e, ils ont un parcours sur des sujets sur l'engagement, sur les commémorations, sur ce que c'est que l'institution. Enfin, il y a des choses. Malheureusement, il y a eu la crise sanitaire qui nous a un peu démobilisés, freinés, mais ça va recommencer. Et en même temps, on fait ce parcours citoyen se termine dans les quartiers avec les maisons des habitants sur à peu près les mêmes thèmes. Quand on fait la lutte contre les discriminations, on en fait aussi dans ces structures de proximité et dans nos services aussi, que ce soit dans la culture, le sport, la santé. Il y a tout le monde est mobilisé sincèrement sur cette question des valeurs de la République. Alors, et c'est ça qui nous a quand même, je pense, sauvés pendant ces émeutes de l'été. Nous, on n'a pas été trop touchés comme les autres villes. On a eu quelques dégradations de voitures, mais on n'a eu aucune dégradation d'établissement municipal, par exemple, ou d'État. Donc ces dispositifs que vous mettez en place permettent également de prévenir des faits de délinquance. Absolument, de la violence aussi. De la violence, oui.
parce qu'on crée le lien entre les habitants, entre les jeunes, parce qu'on travaille sur le vivre ensemble. Et c'est pas juste un mot, c'est vraiment une action, c'est des énergies, c'est voilà, beaucoup d'énergie. Alors, Malika Comon, vous avez été aide-soignante et vous êtes formatrice. Expliquez à nos auditeurs comment vous intervenez sur le sujet de la santé. Alors moi j'étais d'abord en Algérie, j'étais technicienne supérieure en santé publique. J'arrive pendant les événements de la guerre civile en Algérie entre les frères musulmans et l'État algérien. Donc j'arrive en 88 en France et donc j'ai pas travaillé pendant quand même pas mal d'années. Par la suite, j'ai essayé de faire valoriser mes diplômes et donc j'ai passé mon concours d'aide-soignante. Et j'ai eu le concours d'aide-soignante et donc j'ai commencé à travailler dans les structures. J'ai commencé par les maisons de retraite et puis après les hôpitaux. Et donc durant toutes ces années-là, j'ai acquis une certaine expérience sur la formation puisque j'ai été dans différents groupes de l'hôpital. J'ai passé aussi un diplôme universitaire sur l'éthique et la pratique des soins à la santé. J'ai fait beaucoup de soins palliatifs. Je me suis beaucoup spécialisée sur la personne âgée, ce qui m'a permis un portefeuille pour faire des formations. Donc, je ne suis pas formatrice de formation, mais j'ai acquis une expérience pour former et en plus avec mon DU, ce qui m'a permis de faire déjà de la formation relais dans l'hôpital la PHP. Et par la suite, j'interviens aussi dans les IFSI. J'intervenais, puisque maintenant je suis à la retraite depuis 2 ans, donc je n'interviens pas automatiquement, mais à la demande, si quelqu'un me demande, j'interviens. Et donc le regard que j'ai sur les nouveaux soignants, franchement, je les plains parce qu'ils arrivent sur une période qui est très difficile. Ils ont été avec la crise sanitaire, donc ils se sont trouvés comme les autres soignants. On n'a pas eu à mettre la différence entre les soignants et les élèves, et donc une période très dure. Et c'est ça qui a fait que certains, finalement, le métier de soignant qui était applaudi pendant la crise sanitaire. On a vu beaucoup d'élèves de terminale qui finalement allaient vers cette formation. Là, après la crise, on a quand même une fuite de pas mal de soignants, qu'ils soient élèves ou pas d'ailleurs. Alors, découragement. Je trouve que c'est difficile pour eux. Pardon, le découragement des jeunes soignants est lié aux conditions matérielles d'exercice de leur métier et notamment quel est pour vous le problème majeur? Alors, le problème majeur, c'est dans la santé, c'est le problème de bras. C'est-à-dire que si vous n'avez pas autant de personnel autour d'une personne, quand vous êtes en gériatrie par exemple, parfois on est à 4-5 sur une personne. Oui. Et donc si on n'a qu'une infirmière pour 40 patients ou pour 30 patients ou pour 20 patients, et 2 aides-soignantes, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et donc, c'est un problème d'effectifs. En plus de ça, il y a le problème aussi salarial, comme pour les enseignants. Une aide-soignante qui travaille avec les personnes grabataires, qui commence à 1370 il y a quelques années, je ne sais pas maintenant à combien elles sont, mais en tout cas, ou une infirmière, c'est pas suffisant pour le travail effectué. Et à la fin, c'est la fatigue, c'est l'épuisement, c'est finalement la fuite. Et ce sont les patients et les personnes âgées notamment qui paient aussi une lourde facture de cette situation. On est deux. Moi, j'ai toujours dit dans mes interventions, on est deux. Il y a les patients et il y a les soignants. On est les deux. Forcément, eux, ils sont pour rien et on est obligé de tout faire. On a toujours tout fait, en tout cas ce qui me concerne, tout fait pour que le patient ne souffre pas trop de la situation. On explique, moi j'ai toujours expliqué. Quand j'arrive le matin et que j'ai 3 ou 4 absents
qui ne sont pas là, ben on est bien obligé d'expliquer aux gens que ce matin, il faut qu'ils soient indulgents avec nous parce que c'est cela. Mais effectivement, il y a deux catégories de personnes qui souffrent, c'est les soignants et le patient en fait. D'accord. Et là encore, comme pour l'éducation, malgré un consensus sur ces deux sujets prioritaires, les moyens ne sont pas toujours mis en place. Et on s'en étonne à chaque rentrée à nouveau. Bah oui, ça nous étonne, c'est encore de plus en plus. Moi, ça fait 2 ans que je suis partie à la retraite. Quand je repasse de temps en temps voir mes collègues, il y a beaucoup qui sont partis. Donc, il n'y a pas de nouvelles embauches. Il y en a, mais c'est au compte-gouttes. C'est pas suffisant. C'était déjà pas suffisant il y a 10 ans, et d'année en année, c'est encore. On nous demande beaucoup de choses. On demande beaucoup de choses aux soignants, ceux qui sont là, on n'a pas ni le temps ni les moyens pour les faire. Alors le moyen matériel, parce qu'on a tout. C'est vrai, les moyens matériels, il y a, mais les moyens humains, ça laisse à désirer. Donc, avec des besoins aussi qui sont croissants, de plus en plus de personnes à mobilité réduite et de personnes âgées souffrant de lourdes pathologies. De lourdes pathologies. Vous avez la société aussi qui a changé. C'est vrai que vous avez aussi les exigences sociétales. Vous avez les exigences aussi de l'institution qui vous demande de faire ceci, cela. Vous avez aussi vos propres exigences, votre éthique personnelle. Et voilà. Donc on s'en sort pas. Et donc tout devient souffrance en fait. Difficultés récurrentes, que ce soit l'éducation ou la santé. On est content sur Radio Rivage, dans la ligne éditoriale et la question sociale, de relayer à la fois les expériences et aussi les propositions. Alors Malika Comon, à chacune de mes interviews, je propose une carte blanche à mon invité afin de lui permettre de nous parler d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et que nous n'aurions pas évoqué pendant l'interview. Alors, pour vous, quelle est cette carte blanche, Malika Comon ? Alors, il y a beaucoup de sujets, mais je vais rester sur un sujet qui m'attriste et c'est les enfants accueillis dans les hôtels. J'aimerais bien que l'État vraiment se penche sur ces enfants-là, parce que ces enfants-là, on les déplace d'un endroit à un autre, parce que ces enfants-là n'ont pas de logement. Ils ont des logements qui coûtent très cher, mais qui ne peuvent pas s'épanouir quand on vit 4-5 dans une chambre d'hôtel, on ne peut pas s'épanouir. Donc nous, au niveau municipalité, on fait des actions, mais c'est pas suffisant. Pour moi, c'est des micro-actions qui ne sont pas suffisantes. Et j'aimerais bien quand même que quand ils commencent une scolarité, qu'on ne les balade pas d'une ville à une autre, parce qu'on a des drames aussi par la suite. On a des familles, par exemple, qui n'acceptent pas le fait de les déplacer et préfèrent laisser les enfants dans l'école où ils ont commencé. Finalement, on les retrouve dans leur voiture, qui logent dans leur voiture ou dehors. Donc, j'aimerais bien que cette question-là des enfants qui sont dans les hôtels, qu'on s'occupe d'eux sérieusement et que le SAMU de Paris ne les envoie pas comme ça en banlieue, de banlieue en banlieue, sans plan d'accompagnement. Oui, un sujet effectivement terrible quand il s'agit d'enfants qui subissent à la fois la crise sociale, l'inflation et puis le manque de solutions. Alors, vous lancez un appel au ministre du Logement ? Le ministre du Logement ou les ministres en général, l'éducation aussi. Il faut quand même le gouvernement en entier, en fait, tous les ministres du gouvernement. Parce que là, c'est une souffrance qui dure depuis longtemps. Et c'est vrai que les enfants, quand ils se voient, les parents surtout, parce qu'ils n'ont pas d'autres. Et on a des parents, sincèrement, qui ramènent leurs enfants, les enfants sont là, sont présents toute l'année. On les aide comme on peut avec ce que j'ai dans les actions à la parentalité. On les aide comme on peut, mais ce n'est pas suffisant. Il faut absolument qu'ils aient un logement pérenne. Et pas les balader d'une banlieue à une autre. Et puis finalement, on a des familles qui se sentent en sécurité dans une ville et qui refusent de partir parce
que pour eux, l'école, c'est important pour les élèves, pour leurs enfants. Bien sûr. Alors, Radio Rivage va relayer votre demande aux membres du gouvernement actuel concernant la situation de ces enfants qui logent dans des hôtels, qui sont ballottés de ville en ville et qui finalement ne peuvent pas suivre une scolarité sereine, et aussi la souffrance des parents. Nous vous remercions, Malika Comon, d'avoir accepté notre invitation pour cette passionnante interview. Moi aussi, je vous remercie beaucoup et ça m'a fait plaisir vraiment de partager ce moment avec vous, avec Radio Rivage. Nos éditeurs. Et à vous, Madame Delamotte. C'est très très gentil, merci pour votre chaleureux message. Je remercie Marie-Noël, Virginie et Sophie qui m'ont aidé à préparer cette interview pour notre nouvelle émission Les politiques face à la question sociale. Je remercie Bertrand qui s'occupe du son, du montage et qui m'accompagne à chaque émission. À bientôt, chers auditeurs de Radio Rivage. Bonne journée, Malika Comon. Merci beaucoup, à vous de même. Merci beaucoup. À bientôt, chers auditeurs, pour une prochaine émission, Les politiques face à la question sociale. C'était sur Radio Rivage, Les politiques face à la question sociale, une émission animée par Daniel Delamotte. Lamotte.